L'invité de 15 cette semaine, c'est Cynthia K, naturopathe 340K sur Instagram et autrice du livre Le guide du cancer du sein. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez eu un cancer du sein à 31 ans. On a l'impression que ces cancers précoces sont rares, mais en fait 10% des cancers du sein se manifestent chez les femmes de moins de 35 ans et cela tient à plusieurs facteurs selon vous. Exactement. Alors selon moi, il y a plusieurs choses, dont une chose que je parle souvent sur mon compte, les perturbateurs endocriniens, donc qui sont de plus en plus fréquents. Il faut savoir que 80% des cancers du sein aujourd'hui sont hormonodépendants, donc sont liés à l'environnement. Et c'est une chose que je parle sur mes réseaux pour pouvoir prendre conscience que notre environnement peut avoir un impact beaucoup plus grand sur notre santé. Et il n'y a pas seulement ça, vous parlez aussi de l'alcool, des défrisages. Exactement, l'alcool, les défrisages qui sont tous des perturbateurs endocriniens, l'alimentation, le plastique, les déodorants, la pilule combinée sont tous des facteurs qui vont augmenter le risque d'avoir un cancer du sein plus jeune. Quand on sait que ces cancers précoces existent, comment expliquer qu'on parle surtout des dépistages à partir de 50 ans ? Malheureusement, c'est vrai que la plupart des cancers du sein sont, ou heureusement aussi d'ailleurs, sont diagnostiqués après 50 ans. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de baisser l'âge de la mammographie justement pour qu'on puisse l'avoir à partir de 30 ans. Mais il faut savoir que plus on fait de mammographie dans sa vie, plus aussi on peut augmenter, à cause des radiations dans les mammographies, son risque de cancer du sein. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est pour ça que les dépistages se font bien à partir de 50 ans, parce qu'après 50 ans, on est ménopausé en l'occurrence. Donc on a moins de chances d'avoir on a moins de chances d'avoir un impact lié avec ces mammographies qui seront plus précoces. Et aujourd'hui, il faut aussi savoir que moi, je prône l'autopalpation parce que c'est ce qui m'a permis de trouver mon cancer du sein. Et c'est ce que je dis aux personnes, avant de faire des mammographies, apprenez à connaître vos seins, c'est le plus important. Vous avez décidé de médiatiser ce qui vous est arrivé, pourquoi ? Je l'ai médiatisé parce que pendant le Covid, on me parlait beaucoup d'amis qui avaient des cancers du sein et je me répétais 10 fois, 15 fois à différentes jeunes femmes à répéter la même chose et je me suis dit, au lieu de le répéter tout le temps, je vais en parler sur une plateforme beaucoup plus grande et peut-être que ça trouvera son audience. Et en effet, 2 ans plus tard, malheureusement ou heureusement, ça a trouvé son audience. Et aujourd'hui, j'en parle vraiment en termes de voici ce qui s'est passé, et c'est ce que j'essaye de faire dans mon dernier livre, voici ce qui s'est passé pour moi, voilà comment aussi vous pouvez l'éviter, et si vous êtes proche aussi de quelqu'un qui a été diagnostiqué, voilà comment vous pouvez les aider, parce que c'est aussi beaucoup d'amis ou de familles qui ne savent pas comment aider, et ça c'est hyper important de savoir que on a des solutions, on est là pour vous, voilà ce que je peux mettre en place pour soutenir ma personne malade dans son cancer. Dans votre livre, vous détaillez le parcours de la patiente, l'annonce de la maladie, la réaction des proches. Qu'est-ce qui est le plus dur au début ? Je pense qu'au début, ce qui a été le plus dur pour moi, c'est l'annonce aux proches. L'annonce à moi-même que m'a fait mon docteur était très mal faite par un email. Et du coup, il me l'a fait par un email, exactement. Donc, j'ai appris mon cancer du sein par un email. Donc, à 31 ans, voilà, on sait pas du tout ce qui nous tombe sur la figure. Et en fait, comme j'ai pas eu le droit à une annonce un peu normale, on va dire, où normalement, on est encadré par un docteur, une infirmière et même un psychologue parfois. Moi, j'étais vraiment toute seule et en 2 minutes, je me suis retrouvée vraiment dans un autre monde et du coup j'ai pas su en fait comment l'annoncer à mes propres proches et j'ai été très froide dans mes annonces et je pense que c'est ce qui m'a vraiment été le plus dur pour moi, où je savais pas du tout comment en parler, je savais pas du tout ce qui m'arrivait et ne pas pouvoir le verbaliser en fait m'a vraiment mise dans un mood très négatif dès le début, où j'envoyais juste la nouvelle, en l'occurrence à ma mère, où je lui ai dit j'ai un cancer du sein, au revoir. Et elle-même ne savait pas quoi faire, parce que moi, je ne savais pas quoi faire en fait avec cette information. Normalement, on apprend les choses aux patients en face à face dans un bureau. Comment ça se fait que vous vous retrouvez à apprendre ça par mail ? Je pense que j'ai eu beaucoup de malchance, mais quand j'en parle aussi, j'ai aussi d'autres personnes avec qui que j'apprends à connaître sur les réseaux qui aussi ont eu cette nouvelle par email ou par un radiologue, en sortant, si, c'est un cancer. Je pense qu'il y a 2 choses. Je pense que le mien était une personne qui était très âgée et qui, je pense, était vraiment dans les anciennes, j'ai même pas envie de dire anciennes façons de faire, parce que c'était un email, mais qui était vraiment détaché. Et il n'y a pas de psychologie, quoi. Il y a 0 psychologie, il y a un manque d'empathie, je pense, qui peut aussi arriver d'année en année quand on est peut-être face à beaucoup de personnes qui ont
de plus en plus de personnes qui ont des cancers et du coup, il y a vraiment une déshumanisation, j'ai envie de dire, qui se fait face à ça, où le docteur ou la personne qui soigne va plus être dans vous avez un cancer, maintenant il faut avancer, que vous avez un cancer, je vais vous tenir la main. Et du coup, c'est ce qui se passe de plus en plus malheureusement et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre pour dire, ok, on a un cancer, ok, j'entends que les docteurs et que le personnel soignant sont là pour nous aider à survivre, mais en fait, il y a toute la partie psychologique à côté qu'on ne prend pas du tout en considération et c'est ce que je veux mettre aussi en avant. Vous rentrez ensuite dans le détail dans votre livre des différents traitements, la chimio, la chirurgie, la radiothérapie, l'immunothérapie. C'est là qu'on réalise qu'il y a plein de sortes de traitements et qu'on est très mal informé sur le sujet. Exactement. En fait, je pense que personne n'a envie de s'informer sur le cancer à moins que quelqu'un de sa famille l'ait ou qu'on l'ait. Et du coup, quand on rentre dans cet univers, il y a plein de nouveaux mots qui arrivent. C'est vraiment une nouvelle vie qui commence, entre guillemets, en tout cas un petit voyage temporaire, j'espère. Et on a tous ces nouveaux mots qui arrivent. Et en fait, pour moi, c'était important de dire voilà où vous en êtes peut-être dans votre parcours de soins et voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce qui est arrivé à d'autres personnes parce qu'il y a aussi plein de témoignages puisque chaque histoire avec le cancer est différent et voilà ce que vous pouvez faire vous par rapport à ce parcours de soins-là et moi c'est vraiment mettre le patient au cœur de son parcours de soins pour dire en fait vous avez des choix, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses que vous pouvez faire ou ne pas faire mais prenez le temps de comprendre ce qui vous arrive parce que souvent on nous lance ces nouveaux mots qu'on ne connaît pas, on nous lance ce nouvel hôpital qui devient notre deuxième maison où on n'a juste pas envie d'être et en fait on se retrouve vraiment chamboulé et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant voilà ce qui existe et voilà ce que vous pouvez faire pour vous. J'ai échangé avec des patientes qui souffrent d'un cancer du sein. Certaines se sentent seules et pas si bien suivies. Le corps médical est-il à la hauteur selon vous ? C'est une question difficile. Je pense qu'on est dans un contexte où le corps médical est débordé. Quand on a un cancer du sein, la plupart du temps en France, on va aller dans le public et c'est très bien. Moi, j'ai rien du tout contre le public, mais la réalité, c'est qu'il y a un manque de moyens qui est flagrant. Il y a de plus en plus de personnes, jeunes ou moins jeunes, qui se font diagnostiquer et les suivis, au-delà vraiment des choses pragmatiques de chimiothérapie, radiothérapie et tout ce qui est traitement lourd, il va pas y avoir l'accompagnement à côté, que ce soit psychologique, que ce soit soins d'accompagnement ou de soutien comme aller voir une assistante sociale, aller voir des associations. Et en fait, c'est plus là où on va se retrouver lésé en tant que patient, mais parce que eux aussi n'ont pas le temps. Donc pendant longtemps, moi j'étais énervée et je pense que si j'avais écrit ce livre 1 an après mon parcours de soins, ça aurait été un pamphlet contre le système médical. Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de recul par rapport à ça et je suis reconnaissante aux personnes qui m'ont soignée, mais j'ai aussi cette réalité qu'il manque, il y a un manque qui se fait vraiment au niveau accompagnement, au niveau aide, au niveau soutien qu'on peut avoir et qui est vraiment indispensable parce qu'après vient cette phase de l'après-cancer et quand il y a l'après-cancer qui vient taper à la porte, les gens ne se rendent pas compte que c'est souvent pire que les traitements lourds où on se retrouve confronté à nous-mêmes et on a cette réalité en fait que ce qu'on vient de traverser a été extrêmement dur et là on a énormément de personnes qui tombent en dépression malheureusement parce qu'il n'y a pas eu cet accompagnement. Justement, pourquoi l'après-cancer est pire ? Parce que vous parlez de l'alimentation, de la réappropriation de soi, du sport. C'est encore plus compliqué, vous dites, l'après-cancer ? C'est encore plus compliqué l'après-cancer parce qu'on a été dans une phase où on a été accompagné, où tout a été très minutieusement calculé avec des horaires d'hôpitaux, on est entouré, on est dit aller à gauche, aller à droite et on fait ce qu'on a à faire en fait. Mais en fait, l'après-cancer, tout d'un coup, tout s'arrête. On est livré à nous-mêmes. On a la famille d'un côté qui est super contente parce que du coup, on s'en est sorti quand on s'en est sorti et ils sont super contents. Donc, eux ne comprennent pas pourquoi on va être triste alors qu'on s'en est sorti. Et on a de l'autre côté la peur de la récidive qui peut faire que, en fait, ok, on s'en est sorti, mais il y a tout ça qui s'est passé. J'ai peut-être perdu un sein. Moi, dans mon cas, c'est un sein. Dans la plupart des cas aussi, 2 seins. J'ai cette nouvelle image de moi que je ne connais pas. J'ai un rapport à la maternité peut-être qui va être complètement changé. On m'a enlevé peut-être un bout de ma féminité. C'est même pas peut-être, on m'a enlevé un bout de ma féminité. C'est des choses qu'on n'a pas eu le temps de prendre en compte et d'assimiler avant, qui tout d'un coup nous tombent dessus et en plus de ça, on doit se dire qu'on doit peut-être retourner au travail ou s'occuper de ses enfants ou aller vers des rêves qui ont peut-être été ébranlés. Et là, c'est 1 milliard de questions qu'on ne s'était pas posées pendant le traitement dur et qui arrivent. Et moi, c'est un fléau psychologique qui est arrivé 2 ans après mes traitements parce que voilà, j'étais vraiment après cancer dans une phase de ça va, je suis en vie. Et en fait, quand ça arrive, parce que ça va arriver, malheureusement, ça arrive dans la plupart des cas, on s'en rend compte et
ça devient vraiment parfois une souffrance psychologique où il y a tellement de questions qu'on n'arrive plus à y répondre nous-mêmes, quoi. Et c'est cet après-cancer-là qui est vraiment négligé dans beaucoup de parcours de soins. Vous conseillez de voir un psychologue ? Moi, je conseille de voir un psychologue. Si on est religieux, d'aller vers sa personne qui nous convient, de parler aussi à des amis, à de la famille, mais vraiment d'avoir un soutien extérieur pour ne pas rester seul avec ces questionnements-là, d'avoir des groupes de soutien. Il y a des associations comme les Amazones, comme le réseau même Kiné du Sein, comme Rose Up, qui sont aujourd'hui en place pour pouvoir mettre des groupes de soutien de personnes qui ont aussi traversé cette épreuve, qui permettent de discuter, mais qu'on ne connaît pas parce que soit on ne nous en parle pas, soit quand on a ce raz-de-marée d'informations, c'est fatigant en fait de se dire il faut qu'on aille chercher toutes ces informations. Donc c'est des choses dont je parle et que je regroupe dans le livre pour avoir vraiment toute l'information au même endroit. Les mauvaises expériences de mammographie, douleurs, violences institutionnelles du milieu médical peuvent décourager certaines femmes à aller se faire dépister. Comment les encourager ? Alors moi, j'ai envie de les encourager en disant déjà, apprenez déjà à connaître votre corps. C'est vraiment la première chose. Et sachez que vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de changer de gynécologue. Vous avez le droit de changer de centre hospitalier, que rien n'est figé en fait. Vraiment, il faut savoir reprendre sa parole et que même si on entend aujourd'hui beaucoup dans les médias ces violences gynécologiques, ces problèmes institutionnels qui existent, il y a quand même plus de médecins qui sont là pour prendre soin de nous et qui peuvent comprendre ces questions d'anxiété, donc n'hésitez pas à leur en parler aussi. Allez voir aussi des sages-femmes qui sont aussi habilitées à vous faire une autopalpation, à vous aider à découvrir vos seins. Et dans le livre, je mets aussi que j'avais cette tenue où j'allais qui me permettait de ne pas me découvrir en entier pendant mon parcours de soins, que je mets encore aujourd'hui quand je vais chez le gynécologue, où j'avais une robe dos nu ou une blouse qui me permettait juste d'ouvrir le haut et puis de la refermer et puis après de remonter le bas si besoin. Mais vraiment de se dire, on y va pour soi. On est là pour soi, on se met en premier et on n'a aucun état d'âme à avoir par rapport à ça. Vous nous proposez aussi un chapitre sur les aidants dont on ne parle pas beaucoup, ceux qui soutiennent les malades, et vous avez des conseils aussi pour eux et elles. Exactement, les aidants, pour moi, c'est une partie importante. Je dis toujours que les aidants et les accompagnants, c'est 50% psychologiquement du parcours de soins. C'est des personnes qui sont là pour nous aider. Moi, je sais que dès que j'ai annoncé mon cancer, ma meilleure amie a créé un groupe WhatsApp pour annoncer aussi aux autres et leur donner des informations parce que parfois j'étais fatiguée, j'avais pas forcément envie de pouvoir d'en parler, donc elle le faisait pour moi. J'avais des personnes qui venaient faire à manger pour moi, j'avais des personnes qui remplissaient les papiers administratifs et les aidants, c'est vraiment une partie émotionnellement qui va permettre d'avancer sans qu'on ait en plus cette charge mentale de la maladie qui vient avec. Donc c'est une partie qui me tenait à cœur parce que il y a beaucoup de gens qui se sentent isolés, qui n'ont pas parfois envie de parler et il y a beaucoup d'aidants qui ne savent pas comment aider aussi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sans savoir que même juste être à côté de la personne et dire je suis là pour toi est une partie énorme. Et ça pour moi c'était vraiment important de réitérer et aussi de leur rappeler que c'est important pour eux de prendre soin d'eux parce que souvent quand on est aidant on a tendance à s'oublier et il y a aussi ces statistiques qui disent que 20% des aidants aussi font des dépressions après avoir aidé leur personne parce qu'ils se sont complètement oubliés. Donc je leur donne des petits tips comme ça pour prendre soin d'eux pendant tout le parcours de soins de leur propre malade. Votre guide est vraiment complet. Vous donnez des comptes Insta à suivre, des podcasts à écouter, des noms d'associations, des marques de foulards, de perruques, de soutien-gorge, des noms de films et de séries. C'est des infos qui vous ont manqué quand vous étiez malade? Ouais, c'est des infos qui m'ont énormément manqué. Moi, je me suis sentie isolée du côté patient, pas du côté soutien, parce que j'avais tout le soutien. Mais c'est des infos qu'on a tendance à juste trouver comme ça. Et en fait, c'est pas des infos qu'on devrait trouver comme ça, c'est des infos qui devraient être mises dans un guide. C'est pour ça que j'ai fait ce guide, parce que c'est des infos qui sont importantes. C'est des infos qui nous permettent de pas avoir à réfléchir de « Ah bah, comment je dois attacher un foulard ? Ah, je vais avoir besoin d'un foulard. Ah, mais où est-ce que je vais aller chercher une perruque ?» Parce que c'est des choses qui sont juste essentielles, en fait, et qui sont la base du parcours de soins qui vont permettre de faciliter la vie, le day-to-day du quotidien de ce qu'on est en train de traverser. C'était important pour moi de les mettre parce que c'est des choses qui m'ont aussi aidé et il y a de plus en plus de séries, moi je suis très séries et films, il y a de plus en plus de séries qui en parlent et qui sont très bien faites et pour les aidants et pour les accompagnants et moi ça a été mon langage pour m'en sortir aussi un petit peu dans ces moments de solitude. Merci beaucoup Cynthia K d'être passée dans le 15. Je rappelle que vous êtes naturopathe et autrice du livre Le Guide du cancer du sein. Ça sortira le 25 octobre. À bientôt. Merci beaucoup.